Donc une session consacrée au stress, aux peurs, à l'anxiété. Et donc c'est Thérèse G qui va venir nous parler des circuits de la peur et de leur dérèglement. Thérèse est directrice de recherche INSERM. Elle a co-dirigé le laboratoire de physiopathologie et maladies mentales avec Marie-Odile Krebs au Centre hospitalier des neurosciences. Julie veut dire quelque chose. Je vais modérer la session avec Thérèse et vous, Bruno. Ah bon, d'accord. Donc moi, j'ai très bien. Mais alors, introduit Thérèse, donc c'est parfait. Non, mais vas-y. Mais vas-y, mais pardon, parce que moi, Vas-y. C'est fait. Mais si, non, mais il faut que tu dises donc, des merci choses. Merci Thérèse, effectivement, qui est spécialiste des effets du stress chez l'animal, comme modèle physiopathologique des maladies psychiatriques au sens large. Donc voilà. Tout à fait. Donc, on passe la parole. Merci. Donc en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé dans l'équipe sur les effets de l'environnement. Donc le stress en est un, mais aujourd'hui, je vais vous parler de la peur. Donc on change complètement là de session, c'est le cas de le dire. Et j'espère que je ne vais pas trop vous faire peur avec ce que je vais vous raconter. Je vais vous parler quand même un petit peu de l'animal. J'espère que vous comprendrez l'intérêt des neurosciences pour apporter, j'allais dire, aller vers des innovations thérapeutiques pour les maladies mentales. Alors la peur, bien sûr, je suppose que vous avez tous eu à un moment ou à un autre dans votre vie eu peur, donc vous savez ce que c'est. Et en fait, c'est une réponse, j'allais dire, comment définir la peur? C'est une réponse, j'allais dire, émotionnelle, normale, adaptative de votre organisme. Vous l'avez vu vous-même, comment se manifeste un comportement de peur? Eh bien, elle va se manifester par une augmentation de votre rythme cardiaque. Vous allez trembler, vous allez avoir la chair de poule, enfin tout ça va dépendre, bien entendu, de chaque personne. Et bien entendu, la libération d'une hormone qui est l'adrénaline. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez peur en présence ou dans la perspective d'un danger. Et donc c'est cette bouffée d'adrénaline qui va vous permettre donc de réagir très vite, de vous préparer donc à fuir ou à combattre et à échapper donc à un danger potentiel. Cependant, il y a certaines personnes qui présentent des manifestations exagérées de la peur. Là, j'ai pris un exemple, par exemple la peur de l'araignée. Beaucoup de personnes manifestent ce que l'on appelle une arachnophobie et vous allez me dire que c'est une peur qui est brève, qui est surmontable et que, bien entendu, avec des approches comportementales, on va bien entendu éliminer cette phobie rapidement. Par contre, vous avez d'autres réponses, d'autres effets importants. Ce sont les effets d'un stress traumatique important qui, eux, vont entraîner des états pathologiques que l'on appelle donc l'état de stress post-traumatique, qui va se manifester donc par une reviviscence du traumatisme. Et je n'insisterai pas plus parce que Bruno Millet va nous parler donc de cet état pathologique tout à l'heure, mais tout simplement pour vous dire que cet état pathologique, en fait, on s'en est rendu compte parce qu'on a vu qu'il y avait en fait des anomalies au niveau de certains circuits neuronaux qui sont donc impliqués dans la peur, et c'est ce dont je vais essayer donc de vous parler, j'allais dire brièvement, parce que on pourrait en raconter pendant des heures, tellement il y a de nombreux circuits dans le cerveau qui travaillent pendant cette réponse de la peur. Alors, l'amygdale est une des régions principales de votre cerveau qui va donc travailler beaucoup pendant votre réponse de la peur. C'est ce qu'on appelle le hub des circuits de la peur. Elle est située dans le lobe temporal médian. Elle a un rôle clé dans l'apprentissage de la peur et aussi elle va renforcer, j'allais dire, la rétention mnésique des souvenirs. On a vu ça à la fois chez l'homme, mais aussi chez l'animal. Ce que je vais en profiter pour vous dire qu'en fait, toutes les neurosciences ont beaucoup apporté, j'allais dire, dans le domaine de la peur. On a pu identifier ces circuits chez l'animal qu'on a ensuite retrouvés chez l'homme. Alors l'amygdale, elle reçoit sans arrêt des entrées sensorielles en continu. Donc ces entrées sensorielles sont continues, ce sont des influences, des inputs auditifs, visuels, olfactifs, qui vont tous être concentrés donc au niveau de l'amygdale.
Et l'amygdale va avoir bien entendu des voies de sortie, et ces voies de sortie vont passer par le thalamus, l'hypothalamus, le tronc cérébral, ce qui va vous permettre de répondre d'une manière ou une autre à la peur. Alors, justement, je venais de vous en parler, animal-homme, on voit par exemple que l'amygdale, qui est donc une région très importante pour l'expression de la peur, et bien cette complexité de l'amygdale, on la retrouve même chez les non-mammifères, chez les oiseaux, chez les reptiles, et jusqu'à l'homme. On a donc cette complexité qui est composée, là je vais revenir plus tard, donc par plusieurs noyaux. Vous voyez ici BLA, je suis désolé de vous ennuyer avec ces abréviations, bon, ce sont des noyaux basolatérales et noyaux centrales, qui sont vraiment j'allais dire, des régions primordiales dans votre réponse, la réponse que vous aurez à la peur. Alors voilà, donc c'est l'organisation de cette circuiterie, je vais faire bref, ne vous inquiétez pas. Donc vos entrées sensorielles, donc tout ce que je vous disais tout à l'heure, vos stimuli auditifs, visuels, vont rentrer donc soit par le thalamus, qui est une autre région cérébrale, ou le cortex, et ces informations sensorielles vont être véhiculées vers différents noyaux d'amygdale, c'est-à-dire soit vers le latéral, le noyau latéral de l'amygdale, soit vers le noyau central. Mais elles vont toutes converger vers ce noyau central pour aller vers les voies de sortie, que je vous disais tout à l'heure, qui étaient l'hypothalamus, le tronc cérébral et le thalamus. Et ce sont donc ces sorties qui vont vous permettre des réponses physiologiques comportementales. Et on dit que l'amygdale est très importante, mais pour aller plus en détail, c'est un noyau très fin dans l'amygdale, on appelle le noyau intercalé, peu importe, qui va donc gérer toutes ces sorties de l'amygdale. Alors, amygdale, oui, mais il y a beaucoup d'autres circuits qui sont impliqués dans votre réponse de peur. On a longtemps parlé d'une tripartie, c'est-à-dire que c'était principalement l'hippocampe, le cortex préfrontal et l'amygdale qui étaient impliqués dans la réponse de peur, mais aujourd'hui on peut ajouter d'autres régions, par exemple la subtante grise périabducale et aussi le thalamus, le noyau paraventriculaire. Alors, si on prend par exemple l'hippocampe ventral, c'est une des régions de votre hippocampe qui va projeter donc sur l'amygdale. Donc encore une fois, les informations ici, elles sont serrées. Pour le cortex préfrontal médian, là aussi on a plusieurs régions. On appelle ça, chez l'animal, on appelle ça les cortex préfrontal médian. Mais à l'intérieur du cortex préfrontal médian, vous avez deux sous-régions qu'on appelle infralimbique, prélimbique. Vous allez me dire, c'est pourquoi ça? Tout simplement, ça correspond à des régions précises chez l'homme, qui sont le dorsolatéral préfrontal cortex et le cortex préfrontal ventromédian. Et on s'aperçoit que ces deux sous-régions du cortex préfrontal médian vont être connectées à différentes parties de l'amygdale. Donc vous voyez un petit peu la complexité de ces circuits qu'on va retrouver à chacune de ces entrées, aussi bien au niveau des entrées donc du cortex préfrontal de l'hippocampe, mais également au niveau du thalamus. Par contre, la substance grise périabducale, elle ne projette pas vers l'amygdale, mais elle est une voie de sortie. Donc vous voyez un petit peu la complexité donc, de ces circuits de la peur, complexité qu'on va retrouver aussi au niveau de la cellule, c'est-à-dire que je vous ai représenté ici dans le cortex préfrontal médian, ce sont des interneurones spécifiques qui vont exprimer donc qui ont exprimé de la parvalbumine, qui vont être directement connectés donc à une partie de cette amygdale. Et récemment, on a une équipe française, pour pas la nommer, c'est l'équipe de Cyril Herry à Bordeaux, qui a montré qu'en fait que c'est un couplage, c'est une synchronisation donc, entre cette partie du cortex préfrontal médian et de l'amygdale, un couplage, donc une synchronisation de 4 Hz qui fait que c'est bien la voie préfrontale amygdale qui va déterminer donc, votre réponse de la peur. Donc tout ça est bien entendu chez l'animal. Mais ce que l'on sait, c'est que la réponse de peur, elle peut être apprise, c'est-à-dire qu'on peut associer un stimulus neutre et un facteur stressant qui va être le danger physique. Donc on peut avoir ce qu'on appelle un apprentissage associatif. À quoi va servir cet apprentissage associatif? Il va servir à former ce qu'on appelle une trace de mémoire. Et c'est cette trace de mémoire persistante qu'on ne veut pas voir dans un phénomène de danger. D'accord? Et là, on a pu montrer, à la fois chez l'animal et chez l'homme, qu'il y a des modifications structurelles et fonctionnelles. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais ça a été démontré à la fois, donc, comme je vous disais, chez l'animal et chez l'homme. Et ce que l'on veut, ce que l'on voit, c'est que donc, lorsque vous exposez donc, la personne ou l'animal donc, à ce stimulus plus tard, on va récupérer cette mémoire associative, alors qu'on ne veut pas la récupérer. On veut éliminer cette mémoire du traumatisme. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait plus d'association avec le stimulus. Et on appelle ça l'extinction. C'est-à-dire c'est un nouvel apprentissage
un nouvel apprentissage que l'on va voir comment on peut étudier ça chez l'animal. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est, on va parler d'une mémoire de l'extinction, puisqu'en fait, on veut éteindre cette mémoire traumatique, mais c'est pas tout de l'éteindre, on veut maintenir en fait cette extinction. Alors, on sait très bien que dans les processus de mémoire, vous avez ce qu'on appelle l'encodage, qui va vous permettre donc de former cette trace de mémoire. Ensuite, cette trace de mémoire, elle va être mémorisée à court terme, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, mais ensuite, elle devra être consolidée pour passer en mémoire à long terme. Et vous savez que lorsqu'on se remémore un souvenir, il faut que ce souvenir, il soit réactivé avant d'être reconsolidé. Donc, dans le cas de la mémoire émotionnelle, là, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus mémoriser un souvenir qui a une connotation émotionnelle. Par exemple, si je vous demande qu'est-ce que vous faisiez le 13 novembre 2015, je suis sûr que la plupart d'entre vous se souviennent de ce qu'ils faisaient ce soir-là, donc le jour des attentats. Voilà, donc en fait, ce qu'on veut aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a besoin du modèle animal, c'est de faciliter dans cette extinction de la mémoire, mais non seulement faciliter l'extinction, c'est encore quelque chose qu'on peut faire spontanément, mais le problème va être dans le maintien donc, de cette extinction. Et là, donc, on a pu montrer que, bien sûr, les régions dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les régions préfrontales, la région de l'hippocampe, bien entendu, tout ça contré par l'amygdale, joue un rôle très important. Mais pourquoi je ne vous ai pas donné en détail donc, toutes ces régions donc, et leur implication donc, dans la peur, c'est qu'on a une organisation temporelle de l'application de chacun de ces circuits. C'est-à-dire au moment de l'encodage, vous allez avoir certaines régions qui sont impliquées, ensuite au moment de la transformation en mémoire à long terme, puis ensuite lors de la consolidation, lors de la reconsolidation, à chaque fois vous allez avoir différents circuits qui vont intervenir. Donc c'est très compliqué de vous donner tous les détails. Alors, nous, ce que l'on fait chez l'animal, eh bien, on peut analyser la peur chez l'animal. On a le modèle expérimental le plus étudié, c'est la peur conditionnée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On va exposer l'animal à un son, et ce son, il va être couplé à un choc électrique léger que l'animal va recevoir sur les pattes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir peur et il va être immobilisé. Et nous, chez l'animal, on peut très facilement donc, calculer ce temps d'immobilisation qui, bien entendu, va augmenter au fur et à mesure que l'animal recevra donc, ce son associé à ce choc électrique. Ensuite, on met l'animal en présence d'un son seul, mais l'animal a toujours peur, parce qu'il pense que le son va arriver, donc après le son va donc arriver ce petit choc électrique qu'il a eu. Et donc là, on va essayer d'apprendre au rat à ne plus avoir peur. Et ça va se faire, comme je vous le disais tout à l'heure, spontanément. C'est-à-dire, au fur et à mesure du temps, il va comprendre que ce son n'est plus associé à un choc électrique. Et on va donc voir une diminution de ce temps d'immobilisation, ou freezing, qu'on appelle en anglo-saxon. Alors maintenant, venons en parlant un petit peu donc, de l'homme, c'est-à-dire, bien entendu, c'est bien de faire de la recherche chez l'animal, mais comme le disait le professeur Krebs en début de cette journée, en fait, c'est très bien, mais il faut quand même se caler sur ce que l'on trouve chez l'homme. Donc, quelle est la physiopathologie? Qu'est-ce qu'on trouve? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure donc, du stress post-traumatique. Alors, on sait que, par exemple, lors du stress post-traumatique, on peut traiter les patients. Tous ne répondront pas, mais on sait que quand même on aura quand même des améliorations cliniques. Lorsque l'on traite ces patients, c'est-à-dire on va les traiter à l'hôpital, on va leur faire ce qu'on appelle des traitements cognitivo-comportementaux, et on va arriver à leur faire éliminer, dans ce que je vous disais tout à l'heure, ce souvenir traumatique. Mais tout ça marche très bien à l'hôpital, sauf que quand la personne rentre chez lui ou retourne sur le lieu où a eu lieu l'événement traumatique, eh bien la peur revient. Et donc c'est ce retour des réponses traumatiques sur lequel on a voulu travailler chez l'animal. Alors, on reprend notre modèle chez l'animal, il reçoit donc un son qui est couplé à un choc électrique, ensuite on le laisse éteindre, donc réaliser cette extinction, et on a la même chose, c'est-à-dire que si vous replacez l'animal dans le même contexte où il a reçu le trauma, eh bien vous allez à nouveau avoir une peur. C'est ce qu'on appelle le retour de la peur. Donc, dans l'équipe, nous avons voulu donc, essayer de comprendre quels circuits pouvaient être impliqués donc, dans ce retour de la peur. Et c'est ce que nous avons pu réaliser. Alors, nous sommes un petit peu calés, là encore, sur ce qui a été fait chez l'homme. Il a été démontré que le circuit déterminant donc, pour ce transfert des informations, vous changez l'animal de contexte, vous changez la personne qui a été donc, victime d'un stress post-traumatique, vous le changez de contexte et vous voyez qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau donc, de ces deux régions. Et ils ont pu montrer qu'en fait, il y avait une corrélation
positive entre l'hippocampe et le cortex préfrontal, et on a trouvé donc que cette corrélation positive, en fait, elle était dépendante du contexte. Donc c'est ce qu'on a voulu faire chez l'animal, et là donc on a utilisé donc les approches qui se font à l'heure actuelle. Donc c'est l'approche optogénétique qui nous permet en fait de cibler très exactement donc ces neurones de l'hippocampe qui projettent vers le cortex préfrontal. Donc activation sélective de ce circuit, et ensuite on est allé voir donc le comportement, on est allé mesurer donc le retour de la peur chez l'animal. Et là, qu'est-ce qu'on a pu montrer? On a pu montrer, eh bien, que oui, lorsque l'on active optogénétiquement donc, ce circuit donc, qui va de l'hippocampe vers le cortex préfrontal, on diminue fortement ce retour de la réponse de peur. Donc, on a gagné un petit peu l'hypothèse de départ. Donc voilà, donc, on poursuit à l'heure actuelle donc, cette recherche qui est très intéressante. Donc, on a montré que cette relation hippocampe-cortex préfrontal est très importante donc, dans ce retour de la peur. Et ce que l'on réalise à l'heure actuelle aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les dynamiques de communication. D'accord, les deux régions sont impliquées. Elles sont synchronisées, mais quel type de synchronisation utilisent-elles donc, pour communiquer, pour transférer donc, ces informations qui sont probablement des informations contextuelles et qui vont donc de l'hippocampe vers le cortex. Voilà, donc en conclusion, donc, je veux dire qu'on a essayé de modéliser, j'allais dire, chez l'animal, quelque chose qu'on a retrouvé chez l'homme, et on a pu montrer que donc, ce sont bien les neurones de l'hippocampe qui projettent au cortex préfrontal, qui contrôlent le retour de la peur. Retour de la peur qui, comme vous l'avez vu, est dépendant du contexte. Donc, il nous reste à identifier le mécanisme. Existe-t-il une synchronisation entre ces neurones des deux régions? Et enfin, si cela est vrai, eh bien, nous avons identifié une signature du retour de la peur, et on espère que cela pourra servir à une cible thérapeutique potentielle des troubles anxieux et particulièrement de l'EPST. Je vous remercie.